14h, 15h. On de la raconte. Bonjour à tous. Je suppose que vous êtes au courant, Jean-Claude Roman, l'un des assassins les plus énigmatiques de ces dernières décennies, va sortir de prison d'ici la fin du mois de juin. Il était donc temps que je vous raconte cette affaire qui est l'une des histoires les plus stupéfiantes de l'histoire du crime. Un homme qui tue ses parents, sa femme et ses enfants pour ne pas avoir à reconnaître qu'il leur ment depuis des années. Voici donc cette histoire unique. La réalisation est de Céline Lebras. 14h, 15h. On de la raconte sur Europe 1. Cette histoire commence le 11 janvier 1993, quand à 4 heures du matin, à Prévessin dans l'Ain, tout près de la frontière suisse, la sirène incendie se déclenche. La maison du docteur Roman est en flammes. Les pompiers arrivent très vite. Le feu est en train de dévorer la toiture. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur? Eh bien peut-être, sans doute. Alors ils déploient la grande échelle, ils passent par une fenêtre à l'étage, ils pénètrent dans la maison avec leur lance à eau et ils se mettent à arroser. Et soudain... Arrête! Il y a un truc qui a bougé! C'est le propriétaire, c'est le docteur Roman. Il a bougé, mais il est inconscient. Les pompiers le descendent, le mettent dans une ambulance, direction l'hôpital le plus proche. Et juste à côté, les pompiers tombent sur sa femme. Mais pour elle, c'est trop tard. Elle est morte. Elle a le crâne enfoncé. Elle a sans doute reçu des gravats. Et dans la chambre des enfants, c'est trop tard aussi. Antoine et Caroline, ils sont morts, tous les deux. Jean-Claude le père est le seul survivant de ce terrible incendie. Terrible et étrange d'ailleurs. Parce qu'assez vite, les pompiers s'aperçoivent que le feu a pris à 3 endroits. Dans le grenier, dans la chambre des enfants et dans la cage d'escalier. Quoi qu'il en soit, il faut prévenir la famille du docteur Roman. Son père et sa mère habitent dans le Jura, à Clairvaux-les-Lacs. Des proches vont sonner chez eux. Pas de réponse, alors ils frappent. Monsieur Roman? Madame Roman? Et là, ils forcent la porte et ils entrent. Mon Dieu! Sur le sol, il y a 2 formes sous des couvertures gorgées de sang. On soulève les couvertures. Les parents Roman, Anne-Marie et Aimé, sont morts. Ils sont criblés de balles. Et tout près d'eux, il y a leur chien, mort lui aussi. Et sur le sol, des douilles de 22 longs rifles. Les parents Roman ont été assassinés. Au même moment, à Prévessin, on comprend aussi que l'incendie n'était pas un accident. Il y a des bidons d'essence. Et les portes du rez-de-chaussée sont fermées de l'intérieur. C'est un incendie volontaire. Et un truc étonnant, dans la chambre du docteur et de sa femme, il y a des vêtements poussés sur le bas de la porte, comme si on avait voulu calfeutrer la chambre, retarder la progression du feu. Les 3 corps de Madame Roman et des 2 enfants sont emmenés à la morgue. Et là, on s'aperçoit que les gamins, eux aussi, ont été tués par balle, comme leurs grands-parents. Et a priori, c'est le même calibre, du 22 long rifle. Les gendarmes qui débarquent sur cette enquête commencent à se dire « C'est le même tueur ». Et immédiatement, à qui pense-t-il? Au père? Au docteur Roman? C'est le seul survivant. Les portes étaient fermées de l'intérieur, la porte de sa chambre était calfeutrée, et lui, il est vivant. C'est pas vrai. C'est pas lui. Les gendarmes qui enquêtent sur le meurtre des parents apprennent alors par des voisins que Jean-Claude, le fils, a déjeuné chez les parents le midi. Et vous les avez vus après, les parents? Ah ben non. Non, on les a pas vus de l'après-midi. Dans le Jura aussi, on commence à comprendre.
Pendant ce temps-là, à l'hôpital de Genève en Suisse, Jean-Claude Roman est entre la vie et la mort. On l'a plongé dans un coma artificiel. S'il s'en sort, on a 2 ou 3 questions à lui poser. 14h-15h, on de la raconte sur Europe 1. Europe 1, on de la raconte. Je vous raconte aujourd'hui, alors qu'il s'apprête à sortir de prison après 26 ans de détention, la fameuse affaire Jean-Claude Roman. Nous en sommes au tout début. Le 11 janvier 1993, dans l'incendie de la maison du docteur Roman, à Prévessin, dans l'Ain, on vient de découvrir sa femme et ses 2 enfants morts. Le docteur est le seul survivant. Il est emmené entre la vie et la mort à l'hôpital de Genève. Et on veut alors prévenir ses parents, dans le Jura. Et on découvre avec stupeur que ses parents aussi sont morts. Ils ont été abattus à coups de 22 longs rifles, tout comme d'ailleurs les 2 enfants. Les gendarmes se tournent alors vers le seul survivant, le docteur Roman. Mais il est dans le coma, et donc pour l'instant, il va falloir se passer de lui. Alors les gendarmes commencent à se rencarder sur le bonhomme. « Docteur Roman, oh bah c'est un grand médecin. Il est cardiologue, je crois bien. C'est un chercheur, hein. Il travaille à l'INSERM et à l'OMS aussi, je crois, à Genève. Ah, le docteur Roman, oh bah c'est quelqu'un. Réputé dans le monde entier, hein. Un spécialiste des cultures cellulaires, je crois. Un pont, comme on dit, quoi. » D'après ce que disent les gens, le docteur Roman travaille à l'Organisation mondiale de la santé à Genève depuis 10 ans. Donc ça fait 10 ans qu'il habite là, dans le pays de Gex, pas loin de la frontière suisse avec sa femme. Sa femme qui est pharmacienne d'ailleurs, mais qui ne travaillait pas, hein. Elle n'en avait pas besoin. Jean-Claude gagne très bien sa vie. C'est un joli couple, avec de beaux enfants, la famille idéale. C'est ce que disent les gens, hein. Mais à part ça, il ne faut pas trop leur en demander aux gens. Parce qu'en vérité, ils ne savent rien sur le docteur Roman. En dehors du fait qu'il travaille à l'OMS, qu'il va travailler tous les jours à Genève, que c'est un gentil mari, un bon papa, le reste ne va pas tarder à leur exploser à la figure. En fouillant dans le répertoire du docteur Roman, les gendarmes tombent sur un numéro de téléphone à Paris. Une femme. Alors ils appellent. Allô ? Oui, bonjour madame. Gendarmerie nationale à l'appareil. Je vous appelle au sujet de Jean-Claude Roman. Jean-Claude ? Mais qu'est-ce qui se passe, madame ? Pourquoi est-ce que vous pleurez ? Il m'a agressé le week-end dernier en forêt de Fontainebleau. Il a voulu me tuer. Ça s'est passé la veille de l'incendie. Jean-Claude Roman est allé à Paris voir cette femme qui était sa maîtresse. Il lui avait promis un dîner chez Bernard Kouchner, un ami, dans sa maison de campagne de Seine-et-Marne. Ils y sont allés en voiture. Et à un moment, il a arrêté la voiture. On est descendu. Il m'a dit qu'il allait m'offrir un bijou, qu'il fallait que je ferme les yeux. J'ai fait ce qu'il m'a dit. Et là, il m'a aspergé avec une bombe lacrymogène. Il s'est mis à me frapper. Il a essayé de m'étrangler. Je lui ai dit, pense à mes enfants. Et puis d'un coup, il s'est arrêté. Il s'arrête de serrer. Et il bredouille qu'il prend des médicaments, que c'est à cause de son cancer, de son lymphome, que ça lui fait faire n'importe quoi. Et là, fini le dîner chez les Kouchner, il la ramène à Paris. Dans la voiture, il m'a dit, n'en parle à personne surtout. Ça va ruiner ma carrière. Il a donc failli la tuer, elle aussi. On a les résultats des autopsies. Florence, sa femme, est la seule qui n'a pas été tuée par balle. Elle, on lui a fracturé le crâne. Le légiste a compté 6 coups sur la tête. Mais tous les autres,
Tous les autres ont été exécutés à la carabine. Son père, Aimé, 1 balle. Sa mère, Anne-Marie, 3 balles. Son fils, Antoine, 5 ans, 2 balles. Et sa fille, Caroline, 7 ans, 3 balles. Tous ont été tués de dos. Il n'a pas voulu voir leurs yeux qui sans doute disaient « Mais papa, mais mon chéri, mais mon fiston, qu'est-ce que tu fais ?» Quand le bon docteur Roman sort du coma, 2 jours plus tard, il commence par servir aux gendarmes des salades. « Qu'est-ce qui s'est passé chez vous, monsieur Roman ?»« Oh ben c'est un mec, un homme en noir, il est arrivé, il les a tous massacrés, et il est parti. » « Monsieur Roman, savez-vous que vos parents aussi ont été assassinés ?»« Mes parents ? Ils ont été assassinés ? Mes parents ? » « Oui, vos parents, monsieur, comme vos enfants et votre femme, comme tout le monde sauf vous. Pourquoi pas vous, monsieur Roman ? » « Moi, je n'ai pas pu faire ça. Le 2e commandement de la Bible dit « Tu ne tueras point. » Je suis chrétien. Mais les salades du docteur Roman ne tiennent pas bien longtemps. Au 2e rendez-vous chez le juge, il craque. Il reconnaît les meurtres, l'un après l'autre, sans aucune émotion. Froid, technique. Oui, j'ai tué mon père. Oui, j'ai tué ma mère. Oui, j'ai tué ma femme et mes 2 enfants, de dos. Pas une larme, pas un regret. Glaçant. Alors voilà comment ça s'est passé. À 8h du matin, Jean-Claude Roman entre dans la chambre où sa femme dort. Et il la frappe. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 6 fois, avec un rouleau à pâtisserie. À ce moment-là, les enfants sont en bas, ils regardent la télé. Il descend, et il se met à regarder la télé avec eux. C'est surréaliste, pendant 1 demi-heure. Et puis, dis-moi Caroline, t'as pas un peu de fièvre là ? Viens, on va dans ta chambre prendre la température. Mets la tête sous l'oreiller, ma chérie. C'est pour rigoler. Il redescend. Antoine, viens dans ta chambre. Mets la tête sous l'oreiller, mon grand. C'est pour rire. Et après, il va qu'à ses occupations. On le voit au village acheter son journal. Et en rentrant, allô ? Maman ? C'est Jean-Claude. Dis-moi, je me disais que je pourrais venir déjeuner. Qu'est-ce que t'en penses ? D'accord ? Il fait les 80 kilomètres qui le séparent de Clairvaux-les-Lacs dans le Jura. Il arrive chez ses parents. Il déjeune avec eux. Dis, papa, j'ai remarqué une drôle d'odeur au 1er étage. Tu viens, on va voir ? Maman, viens donc voir. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec un radiateur électrique. Il dit qu'il a tué le Labrador pour que sa fille le retrouve au paradis. Et après, il va à Paris, le fameux dîner chez les Kouchner avec sa maîtresse. Et vous savez déjà qu'elle a failli être la 6e victime de cette tuerie. Et ensuite, il rentre après Vessin. Il roule toute la nuit. Il arrive chez lui à l'aube. Il s'assoit sur le canapé. Et il regarde la téloche toute la journée. Alors que les cadavres de sa femme et de ses enfants sont juste au-dessus. À 22h, il répand l'essence dans la maison. À 4h du matin, il avale des somnifères. Et il craque une allumette. 14h, 15h. On de la raconte sur Europe 1. Europe 1. On de la
raconte. Je vous raconte aujourd'hui, alors qu'il s'apprête à sortir de prison après 26 années de détention, la fameuse affaire Jean-Claude Roman. Le 11 janvier 1993, dans l'incendie de la maison du docteur Roman à Prévessin dans l'Ain, près de la frontière suisse, on découvre sa femme et ses 2 enfants morts. Le docteur est le seul survivant. Il est emmené entre la vie et la mort à l'hôpital de Genève. On veut alors prévenir ses parents dans le Jura. Et on découvre que ses parents aussi sont morts. Quand il sort du coma 2 jours plus tard, le docteur Roman avoue, avec beaucoup de froideur, les 5 meurtres. Mais il reste à découvrir le mobile de cette tuerie. À la recherche du pourquoi, pour l'instant, tout le monde est dans le potage. Quelle folie meurtrière s'est emparée de Jean-Claude Roman, 38 ans, pour qu'il décime sa propre famille en une nuit d'horreur. 5 morts, ses parents, son épouse Florence et ses 2 enfants. Le maire de Clairvaux-les-Lacs, le docteur Reboulet, connaît Jean-Claude depuis tout petit. Il est sidéré par son geste. C'est un médecin qui a fait ses études à Lyon, qui était très brillant, qui travaillait à l'Organisation mondiale de la santé comme chercheur. Je me demande si c'est pas sur le métabolisme du calcium. C'est pour ça qu'il habitait en bas, dans l'Ain, à côté de Genève, à Ferney-Voltaire, et il partait souvent en mission. C'était un type très bien, très brillant et très calme. C'est un gars qui est né en 54, que j'ai connu tout gamin, et qui, évidemment, comme médecin, je l'ai vu se former petit à petit, et quand on se rencontrait, on discutait très souvent ensemble. C'est un type qui était d'une intelligence que j'estimerais supérieure. Sa femme était pharmacienne. Mais alors comment expliquer un tel drame? Alors là, c'est inexplicable. Ça nous frappe, ça nous frappe, parce que quand on connaît le fils et les parents, c'est la chose qui est totalement incompréhensible, et surtout qui ne pouvait pas se prévoir. Dans la maison en feu du docteur Roman, on n'a trouvé qu'une seule explication. Un petit mot, griffonné par le survivant. Une injustice peut être la cause d'un grand drame. Mais qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça veut dire? Dès le lendemain de l'incendie, avant même les aveux, les gendarmes demandent à leurs collègues suisses de leur fournir des informations sur le docteur Roman de l'Organisation mondiale de la santé. Organisation mondiale de la santé, bonjour. Oui, bonjour. La police de Genève à l'appareil. Nous avons une réquisition de la gendarmerie française pour recueillir des informations sur l'un de vos employés. Le docteur Jean-Claude Roman. R-O-M-A-N-D. Roman. Roman, vous dites? Je n'ai personne à ce nom-là, monsieur. Et c'est pareil à l'INSERM, en France. On ne le connaît pas. Les gendarmes appellent alors l'ordre des médecins, à Paris. Jean-Claude Roman, vous dites? Je n'ai aucun médecin inscrit à l'ordre à ce nom. Comment ça? Enfin, il est bien médecin. Les gendarmes appellent alors la faculté de médecine de Lyon, où ses amis disent qu'il a obtenu son diplôme de médecine. Ils étaient à la fac avec lui, ils s'en souviennent. Ah non, monsieur, non. Nous n'avons aucun ancien diplômé qui s'appelle Jean-Claude Roman, désolé. En revanche, bougez pas. J'ai un ancien étudiant qui porte ce nom, mais il n'a pas obtenu son diplôme. Les gendarmes vont à la fac de médecine consulter son dossier. Nom de Dieu, Jean-Claude Roman n'était pas médecin. Il n'a pas dépassé la 2e année de médecine. Il est resté inscrit en 2e année pendant 12 ans. 12 ans! Et depuis 20 ans, il ment à tout le monde. Il n'est pas médecin. Il ne travaille pas à l'OMS. Il ne travaille pas à l'INSERM. C'est un mystificateur. Et là, les gens, sa famille, sa belle famille, les bourgeois de Prévessin qui constituaient son cercle d'amis, n'arrivent pas à y croire. Il n'est pas docteur en médecine. Enfin, tout un tas d'amis médecins se souviennent avoir parlé technique avec lui, pathologie, thérapeutique. Il était pointu sur le sujet, il donnait le change. Et vous me dites qu'il n'a pas de diplôme, qu'il a tout inventé. Eh bien oui, oui monsieur, il a tout inventé. Mais alors, de quoi vivait Jean-Claude Roman? Parce qu'il avait un sacré niveau de vie, l'exact niveau de vie d'un chercheur à l'OMS. Ça paie bien les Nations Unies.
L'enquête montrera que Jean-Claude Roman a dépensé tous les mois pendant des années entre 45 000 francs et 67 000 francs, entre 6 800 € et 10 000 €, tous les mois. D'où les sortait-il? Il ne les imprimait pas la nuit. Vous vous souvenez de sa maîtresse à Paris, dont il a failli faire un 6e cadavre de cette histoire? Quand elle a raconté ce qui lui est arrivé aux gendarmes, elle a livré un petit bout de réponse. 1 an plus tôt, elle lui a donné toutes ses économies, 900 000 francs, 137 000 € à placer en Suisse. Il lui avait dit qu'en Suisse, il avait un bon plan. Il lui avait promis des taux d'intérêt de première bourre, 16, 17, 18%. Elle lui a tout donné. Elle n'en a jamais revu la couleur. Et elle n'est pas la seule. Les gendarmes découvrent que les frères de sa femme aussi lui ont confié leurs économies à placer. 15 000 francs chacun. Que son beau-père, au moment de sa retraite, a touché 400 000 francs de prime. Il lui a tout confié à placer, tout. Et quand le beau-père est mort, qui s'est occupé de la vente de la maison? Jean-Claude. Et à qui la belle famille a-t-elle confié le produit de la vente de cette maison, 650 000 francs, pour qu'il fasse des petits en Suisse? Jean-Claude. Il était gentil, Jean-Claude. Il s'occupait de tout. Et quand l'un de ses tontons tombe malade, un cancer, le bon docteur Roman lui dit « Ah oui, mais moi, à l'OMS, j'ai un médicament expérimental. C'est un peu cher, 15 000 francs la boîte. À boule la monnaie, tonton. » Il empoche 60 000 et en échange, il lui fourgue des placebos. Et le tonton, bien sûr, est mort de son cancer. Sans oublier ses propres parents. Il avait une procuration sur leur compte, il les a ruinés, plumés. Les gendarmes font l'addition. Dans les 8 années qui précèdent le drame, Jean-Claude Roman, sous prétexte de placement juteux en Suisse, a boulotté 2 995 000 francs, presque 3 450 000 €. Et personne ne demandait de compte. Sauf un. Son beau-père, Pierre Crollet. À un moment, il a demandé à bénéficier des intérêts mirifiques, à toucher la monnaie de sa pièce. C'était en 1988, et bien quelque temps plus tard, alors que son gendre, Jean-Claude, était seul avec lui, le beau-père a fait une hémorragie cérébrale, figurez-vous. C'est ballot, hein? Il a passé plusieurs jours dans le coma, et il est mort. Vous voyez où je veux en venir? Est-ce qu'il l'a pas tué, lui aussi? 5 ans avant les autres. Ça restera une hypothèse. Le juge va enquêter, et puis classer cette affaire sans suite, comme si il y avait déjà assez de cadavres dans cette histoire, sans avoir besoin d'en rajouter un. Donc, on a maintenant en quelque sorte le mobile de ce carnage. Jean-Claude Roman te fait de l'argent à tout le monde. Il avait tout dépensé. Il ne pouvait rien rembourser. Il était, comme on dit, pendu. Il nous reste maintenant à comprendre comment il s'est mis dans cette galère. Comment tout a commencé. Europe 1, On de la raconte. Je vous raconte aujourd'hui, alors qu'il s'apprête à sortir de prison après 26 années de détention, la fameuse affaire Jean-Claude Roman. Le 11 janvier 1993, dans l'incendie de la maison du docteur Roman à Prévessin dans l'Ain, près de la frontière suisse, on découvre sa femme et ses 2 enfants morts. Le docteur est le seul survivant. On veut alors prévenir ses parents dans le Jura et on découvre que ses parents aussi sont morts. Quand il sort du coma 2 jours plus tard, le docteur Roman avoue avec beaucoup de froideur les 5 meurtres. Et dans la foulée, on découvre qu'il n'était pas médecin, qu'il ne travaillait pas comme il le prétendait à l'OMS ni à l'INSERM, et que pendant toutes ces années, il a vécu avec sa famille sur l'argent que ses proches lui confiaient sous prétexte de placement mirifique en Suisse. Jean-Claude Roman est interrogé bien sûr sur ces années de mensonges. Spontanément, il ne raconte rien. Il faut à chaque fois lui coller sous le nez les preuves qu'il a menti. Et en relisant les procès-verbaux, voilà comment les choses se sont passées. Le mensonge commence 18 ans avant le massacre.
en 1975. Jean-Claude Roman vient d'avoir sa première année de médecine à Lyon. Il est en 2e année. Il a quasiment validé son année. Il ne lui reste qu'une épreuve à passer. Eh bien, il n'y va pas. Panne de réveil. Du coup, il loupe son passage en 3e année. Mais ouf, il y a le rattrapage de septembre. Il a le niveau, ça va bien se passer. Il n'y va pas non plus, soi-disant parce qu'il s'est cassé la main. C'est un épisode, je vous le dis, qui reste aujourd'hui assez mystérieux. On a l'impression qu'à ce moment-là, en 1975, alors qu'il a parfaitement les capacités de passer en 3e année de médecine, il se met lui-même, presque volontairement, dans le mur. C'est très étrange, très troublant, très inquiétant. Et à partir de là, il ment. Il dit à ses parents: « C'est bon, papa, maman, hein? J'ai eu ma 2e année. Je passe en 3e année. » 1. C'est faux. 2. Il a tout fait pour ne pas réussir ses examens. Et l'année d'après, étrangement, alors qu'il aurait pu redoubler, il dit à tout le monde qu'il est en 3e année. Et pour justifier qu'il n'est pas en cours, y compris à sa future femme, Florence, qui fait pharmacie dans la même fac, il s'invente un cancer. Il a des ganglions. Il a un lymphome. Il doit se soigner. Et ce cancer, il va le traîner jusqu'au bout de son histoire, comme un paravent. Parler de son cancer lui évite de répondre à toutes les autres questions. De parler de ses études, de la 3e, 4e, 5e, 6e année, 7e année de médecine. Le pauvre, il a un cancer. On va pas l'embêter avec tous ces détails. D'autant qu'il fait face à ce cancer avec un tel courage. Et il va au rendez-vous chez le cancérologue tout seul. Faut pas inquiéter les enfants. Et plus c'est gros, plus ça passe. Et un jour, ça y est, malgré la maladie, il a son diplôme de médecin, il est médecin, il entre à l'Organisation mondiale de la santé. Et là, il faut enchaîner, hein. Il faut avoir l'air d'un médecin, il faut avoir la vie d'un médecin. Alors, eh bien, le matin, à 8h30, il monte dans sa BMW de médecin, il dépose les gamins à l'école, et il part travailler en Suisse. Il y va, il passe la frontière, et il échoue dans des bibliothèques, sur des aires d'autoroute, il se promène en forêt, misérable, pitoyable. Et pour tuer le temps, il lit des revues médicales, ce qui va lui permettre d'acquérir ce vernis qui, pendant toutes ces années, lui permettra d'avoir des conversations avec de vrais médecins, qui le trouvent brillant, très brillant. Et bien sûr, un médecin de son niveau, ça participe à des congrès, loin, au Japon, au Mexique, qu'il passe en vérité dans les hôtels de l'aéroport de Genève, à potasser le guide du routard pour donner le change en rentrant. C'était bien, Cancun? Super, j'ai adoré les mariachis. Et là, il ramène des grands chapeaux qu'il a achetés à la boutique de l'aéroport. Il a fonctionné comme ça, sur le fil, pendant une bonne dizaine d'années. De jour en jour, de mois en mois, d'année en année, il allait droit dans le mur. Mais est-ce qu'il y a eu un déclic, un événement qui lui a fait penser qu'après 10 ans de mensonges, c'était fini, qu'il était dans le mur, qu'il était cuit? Ah bah oui, sa maîtresse, dans les mois qui précèdent le drame, veut récupérer son argent, ses 900 000 francs. Elle en a besoin maintenant. Alors il temporise autant qu'il peut, il invente tous les prétextes, mais elle est pressante. Et il finit par lui promettre une dernière fois. « Tu l'auras, ton argent. Ce sera le jour du dîner que je t'ai promis avec mes amis, les Kouchner. Tu sais, le 9 janvier, on a ce dîner, hein, n'oublie pas. » C'est-à-dire le jour où il tue parents, femmes et enfants. C'est ça, le déclencheur de la tuerie. Après des années de cavale financière, il est coincé. Il ne peut plus mentir. Sa vie de mythomane va être révélée au grand jour. Et sans doute, d'ailleurs, sa femme avait-elle des doutes? On ne peut pas en être certain. On n'a pas pu lui poser la question, mais un certain nombre de témoignages semblent indiquer que Florence Roman commençait à douter de Jean-Claude.
Un proche raconte la scène suivante. Elle a dans les mains une photo d'enfance de son mari. Une photo d'écolier en tablier. Et elle dit « Rien de mal ne peut sortir d'un visage si doux, n'est-ce pas ?» C'est une question. Mais est-ce que ça n'est pas déjà une réponse? Cet homme maintenant, il faut le juger. 14h-15h, On de la raconte sur Europe 1. Europe 1. On de la raconte. Je vous raconte aujourd'hui, alors qu'il s'apprête à sortir de prison après 26 années de détention, la fameuse affaire Jean-Claude Roman. Au bout d'une vie de mensonges, sur son diplôme de médecin qu'il n'a jamais eu, sur son emploi à l'OMS où il n'a jamais mis les pieds, sur les grosses sommes d'argent que son entourage lui a confié à placer et qu'il est incapable de rembourser, le 11 janvier 1993, Jean-Claude Roman tue ses parents, sa femme et ses enfants. Et maintenant, il faut le juger. Le procès de Jean-Claude Roman s'ouvre le 25 juin 1996, 3 ans et demi après la tuerie, devant la cour d'assises de Bourg-en-Bresse. Faites entrer l'accusé, je vous prie. Et le voilà qui entre dans le box, pantelant, avec sa tête de brave type. Décidément, il ne ressemble pas à un monstre. Et il n'y a pas de débat sur les faits, il les a reconnus. Ce qu'on attend de lui, c'est tout le reste. Ce que ça lui a fait d'abattre ses parents, sa femme, ses enfants, un par un, froidement. Ses avocats disent « C'était un engrenage. Il tue sa femme. Et ensuite il est coincé. Il ne peut pas reconnaître devant ses enfants qu'il a tué leur mère, alors il les tue eux aussi. » Mais l'avocat général rappelle qu'il a préparé son crime. 4 jours avant, il va à la pharmacie, il achète des somnifères. Le lendemain, 3 jours avant, il va dans une armurerie, il achète des balles de 22 longs rifles, des bombes lacrymogènes dont il va se servir pour asperger son ami à Paris. Et la veille, il va au supermarché acheter des bidons qu'il remplit d'essence pour mettre le feu à la maison. Ça n'est pas un engrenage. Ce sont des assassinats prémédités. Et puis évidemment, on parle de son sort personnel. Pourquoi est-ce qu'au bout de toute cette vie de mensonges, il ne se suicide pas? Ses avocats disent « Il a tenté de se suicider. Je vous rappelle qu'il passe 2 jours entre la vie et la mort dans le coma. Sans l'intervention des pompiers, Monsieur Roman ne serait pas là. Il serait mort. » Théorie aisément démontée par l'accusation. Enfin, il avait une arme. Il aurait pu se tirer une balle. Eh ben non. Au contraire, il se calfeutre dans sa chambre, il place des linges sous la porte pour être certain de ne pas mourir intoxiqué par les fumées. Et vous notez qu'il attend 4 heures du matin pour craquer l'allumette. Pourquoi attend-il 4 heures du matin? Parce qu'il sait que les éboueurs passent à 4 heures du matin et qu'ils vont prévenir les pompiers. Il sait qu'il va s'en sortir. Sauf que les psychiatres rappellent qu'il avait avalé une grosse dose de somnifères. Pour eux, il voulait mourir. Et lui, qu'est-ce qu'il en dit? Eh ben, il n'en dit rien. Il est là comme un chamallow sur son banc, vide d'explications, froid, glacial. Le seul moment où un peu d'humanité transparaît, c'est quand le 3e jour, on parle du chien qui l'a tué. Et là, d'un coup, il s'effondre. Il se met à pleurnicher. C'est sidérant. Bien entendu, on espère beaucoup des experts psychiatres. Jean-Claude Roman est-il fou? Je dirais qu'il n'est pas atteint d'une pathologie mentale qui l'exclurait de nos débats. Il n'est pas fou au sens commun du terme. Et il est responsable de ses actes sans aucun doute. Néanmoins, il nous semble que, compte tenu de son histoire, sa responsabilité personnelle doit être atténuée. Il doit bénéficier de circonstances atténuantes, du fait de sa fragilité personnelle, je dirais de son narcissisme pathologique. À la fin du procès, après les plaidoiries, comme c'est la règle,
On lui donne la parole en dernier. Il ne regarde pas la salle. Il regarde la table des scellés, sur laquelle sont posées les photos de sa femme, de ses parents et de ses enfants. Et il s'adresse aux photos. Je vous demande pardon. Après 4 heures de délibéré, le verdict tombe, sans aucune surprise. Jean-Claude Roman est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Le max. Ce qui s'est passé après, pendant ces 26 années de détention passées essentiellement à la maison centrale de Saint-Maur, près de Châteauroux, honnêtement, on n'en sait rien. On a des bribes. Je connais personnellement un braqueur qui habitait la cellule collée à la sienne. Il m'a raconté que le soir où le numéro de Faites entrer l'accusé qui lui est consacré passe à la télévision, il regarde. Les cloisons sont fines en prison. Il entend qu'il regarde. Et puis il l'entend éteindre la télé. Et 1 minute après, Roman ronfle comme un bienheureux. Il vient de voir défiler toute son histoire à la télé, de voir raconter un par un tous ses crimes. Il vient d'entendre tous ces gens qui l'a trahi, qui le haïssent. Et lui, il pionce. Le même détenu raconte que, alors que tout le monde sait qu'il n'est pas un vrai médecin, eh bien en prison, les détenus vont quand même le consulter. « Dis donc Jean-Claude, j'ai mal là, qu'est-ce que t'en penses ?» Et lui, il répond. Il donne des conseils, un peu plus, et il rédigerait des ordonnances. En prison, à Saint-Maur, on sait qu'il est un temps bibliothécaire, et à la fin, il travaille pour l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Il numérise les archives de la télévision et de la radio. On sait aussi que Jean-Claude Roman fréquente beaucoup l'aumônerie catholique de la prison. Il ne manque jamais la messe. Et quand il est question de lui désigner un visiteur de prison, il demande qu'il soit chrétien en disant « Il ne me reste que la prière ». Sa cellule est couverte d'images pieuses. Et dès 1994, ces 2 visiteurs de prison lui proposent de devenir intercesseur. L'intercesseur est un volontaire qui s'engage à se lever la nuit pour prier. Eh bien, il accepte en disant « J'ai au moins le sentiment d'appartenir à l'Église catholique ». Ces visiteurs de prison disent que tout ça l'a beaucoup transformé. Transformé, au point de le laisser sortir ? Europe 1, on de la raconte. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire unique de Jean-Claude Roman, alors qu'il s'apprête à sortir de prison après 26 années passées en détention. Jean-Claude Roman est condamné en juillet 1996 à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir tué ses parents, sa femme et ses 2 enfants après une vie de mensonge au cours de laquelle il a prétendu être médecin, chercheur à l'OMS, ce qu'il n'était pas. Il a menti pendant 18 ans et n'a pas trouvé d'autre issue pour sortir de ce mensonge que de tuer tous ceux à qui il avait menti. Jean-Claude Roman entre en prison au lendemain de son meurtre en 1993. Il est condamné, vous vous souvenez, à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. 1993 plus 22. Depuis 2015, il est libérable. Ça n'est pas automatique, mais il peut demander sa libération conditionnelle. Il ne le fait pas. Il attend 4 ans de plus. Et au début de l'année 2019, il dépose via son avocat une première demande de libération conditionnelle. Son beau-frère, le frère de Florence, sa femme, tué à coups de rouleau à pâtisserie, est furieux. Oh, faut pas se leurrer. Fatalement, il sortira un jour. Il sortira un jour. Maintenant, ce serait un geste reconnaissant vis-à-vis des parties civiles qui souffrent depuis 25 ans. Et ça, faut le vivre pendant 25 ans. Donc, aidez-nous aussi. On n'est pas contre et on peut pas être contre. Aidez-nous peut-être à le faire progressivement. Est-ce qu'un report est envisageable? Ce serait pas mal. Ce serait quelque chose d'humain. Parce que l'humanité, là-dedans, il n'y en a pas beaucoup.
Est-ce que vous pensez qu'il est capable d'avoir changé pendant tout ce temps? Compte tenu de 20 ans de mensonges où personne, je dis bien personne, n'avait de doute, il a berné tout le monde, et que pendant 25 ans d'incarcération, il n'y a pas eu de remords, il n'y a pas eu d'explication du pourquoi il a tué sa femme. Dire effectivement j'étais au bord du gouffre et qu'à un moment donné, il ne l'a jamais dit. Le beau-frère de Roman est sans doute rassuré par la décision des juges. La demande de libération conditionnelle de Roman est rejetée en février 2019. Pas de liberté conditionnelle pour Jean-Claude Roman, le faux docteur condamné à la perpétuité en 96 pour avoir tué sa famille reste en prison. Malgré un comportement exemplaire, la justice ne le pense pas capable de se réinsérer. Son avocat, Jean-Louis Abad, est bien sûr très déçu. Je suis très déçu et je pense que Jean-Claude Roman sera déçu de son côté parce que on lui dit presque qu'il est trop lisse en détention, qu'il a eu un parcours trop exemplaire. Voilà ce qu'on lui dit. Je pense qu'on va relever appel de ce jugement. Pourquoi ? Parce que Roman a 65 ans. Je ne vois pas quel projet nouveau il pourrait élaborer dans les mois qui viennent. Le rejet de la demande de libération conditionnelle de Jean-Claude Roman est motivé en ces termes. En dépit de son parcours d'exécution de peine satisfaisant, les éléments du projet présenté et la personnalité ne permettent pas en l'état d'assurer un juste équilibre entre le respect des intérêts de la société, les droits des victimes et la réinsertion du condamné. Mais vous avez entendu l'avocat. Il fait appel. Et c'est une occasion de vous expliquer qui décide. Qui décide qu'un homme qui est condamné à perpétuité par une cour d'assises a le droit de sortir une fois passé sa peine de sûreté. Ça n'est pas un homme seul. C'est un tribunal. Un tribunal d'application des peines composé de 3 magistrats, 3 juges d'application des peines, qui siègent non pas au palais de justice, mais dans la prison, dans l'établissement où le détenu purge sa peine. Le détenu est là. Il a droit à un avocat. Le procureur de la République est là aussi, représenté. Il y a bien sûr un représentant de la prison. Comment s'est-il comporté pendant toutes ces années? Est-ce qu'il y a eu des incidents? Est-ce qu'il a fait du mitard? Est-ce qu'il a travaillé? Est-ce qu'il a suivi une formation? Est-ce qu'il a fait des études? Est-ce qu'il a bénéficié d'un suivi psychologique ou psychiatrique? Est-ce qu'il a indemnisé ou commencé à indemniser ses victimes? Les victimes aussi sont là, représentées par leur avocat, qui transmet leur avis. On regarde ensuite le dossier présenté par le détenu. Est-ce qu'il y a un point de chute quand il sort? Dans le cas de Jean-Claude Roman, c'est une communauté religieuse. Est-ce qu'il a un travail à la sortie? Roman touchera sa retraite puisqu'il a travaillé en prison. Et voilà. Au vu de tout ça, les juges décident. Et on peut faire appel de leur décision. C'est donc ce que fait Jean-Claude Roman, il fait appel. Une nouvelle audience a lieu début avril 2019. Et le 25 avril, les juges rendent leur décision. Il attendait sa libération depuis 25 ans. Jean-Claude Roman va pouvoir sortir de prison. Oui, celui qui s'est fait passer pour un faux médecin pendant 18 ans avait tué toute sa famille en 1993 alors qu'il était sur le point d'être démasqué. Salomé Legrand, il demandait une libération conditionnelle. Elle vient de lui être accordée par la cour d'appel de Bourges. Et oui, sa première demande avait été rejetée car le procureur estimait que les éléments de son projet de sortie et de sa personnalité ne permettaient pas d'assurer le respect des intérêts de la société et des droits des victimes. En résumé, qu'il était presque trop lisse avec un parcours trop exemplaire en détention qui relèverait d'une pathologie narcissique. À huis clos début avril, Jean-Claude Roman avait plaidé sa cause en visioconférence pendant près de 3 heures et il a donc convaincu les magistrats de le laisser sortir de prison et il va donc pouvoir sortir très prochainement dans les jours qui viennent. Il est aujourd'hui âgé de 64 ans et il envisage de rejoindre une communauté religieuse pour un temps de réadaptation avant, par exemple, de travailler pour Emmaüs. Il sort. Mais il y a des conditions à sa sortie. Dans les 2 ans qui viennent, Jean-Claude Roman sera placé sous surveillance électronique. Il aura un bracelet au pied connecté à un modem. Il devra être chez lui, c'est-à-dire dans cette communauté religieuse, de telle heure à telle heure. S'il ne respecte pas ces contraintes, il repart en tôle immédiatement. Et puis dans les 10 ans qui viennent, il n'aura pas le droit d'entrer en relation avec la famille de sa femme qu'il a assassinée.
Et pas le droit non plus d'aller dans la région où ils vivent, c'est-à-dire l'Île-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il devra continuer de payer ce qu'il doit aux victimes, il sera soumis à des examens médicaux et il n'aura pas le droit de donner des interviews sur son affaire. Vous ne le verrez pas à la télé, vous ne l'entendrez pas sur Europe 1. En revanche, il est bien possible que vous voyiez sa tronche quelque part, à la une d'un magazine. Les paparazzi vont le traquer, c'est sûr. Croyez-en mon expérience, on ne va pas lui lâcher les basques. Depuis qu'il a purgé sa peine de sûreté, en préparation de sa sortie, Jean-Claude Roman a bénéficié de permission. Il a eu le droit d'aller se promener dans les rues de Châteauroux, tel Hibernatus redécouvrant la ville après une longue période de congélation. Personne ne l'a reconnu. Ça l'a rassuré, forcément. Mais si sa tronche s'étale à la une des journaux, pourra-t-il vivre en paix? Europe 1, 14h, 15h. On de la raconte.